Est-ce que vous pourriez faire confiance à des voleurs, à des dealers, à des criminels, à des escrocs, à des prisonniers, à des bagnards, comme on les appelle vulgairement? Mais inversement, est-ce que eux, ces mêmes prisonniers, ces mêmes criminels, pourraient vous faire confiance? Est-ce qu'ils pourraient nous faire confiance? Est-ce qu'ils pourraient faire confiance dans la société dans laquelle nous vivons? Est-ce qu'ils pourraient avoir confiance dans le système, dans le gouvernement? Je pense que jamais je ne me serais réellement posé ces questions si je n'avais pas visité les prisons tunisiennes. J'en ai visité plusieurs, 18, il en existe 28. Je me serais jamais posé ces questions si je n'avais pas côtoyé ces prisonniers, si je ne les avais pas écoutés, si je n'avais pas écouté leur histoire, si je n'avais pas vu la réalité de l'univers carcéral en Tunisie. Et là, dans les prisons, personnellement, je ne me suis jamais sentie aussi en confiance. Je leur ai fait confiance, comme eux m'ont fait confiance. Et je suis sûre que ces gens-là qui ont fauté, ou qui sont peut-être innocents, mais qui sont quand même en prison, parce qu'il en existe, peuvent devenir meilleurs si une confiance mutuelle est établie entre nous, entre la société, entre eux, les prisonniers. L'univers carcéral est une micro-société parallèle au monde libre, le civil, comme l'appellent les prisonniers. Il obéit à ses propres codes et il a son propre jargon. Dans la bouche des prisonniers, le meurtre devient ruh, âme. Dans la bouche des prisonniers, également, on dit kumfa. Kumfa qui est une variante, finalement, du terme convoi et qui désigne le transfert des prisonniers d'une prison à une autre ou bien de la prison au tribunal. On dit aussi ars pour désigner des pratiques où le prisonnier est livré à des abus sexuels. Vous voyez, c'est une terminologie particulièrement poétique pour désigner une triste réalité, une insoutenable réalité, une dure réalité. À l'intérieur des prisons, la notion de temps et d'espace s'efface. Les prisonniers sont constamment transférés d'une prison à une autre, soit à titre de sanction, soit, comme ils le disent, pour les éloigner encore plus de leur famille pauvre, qui n'arrivent jamais, presque jamais, ou qui y arrivent, mais en payant un prix particulièrement fort, qui n'a pas les moyens, mais qui prend le bus, qui prend le train, qui attend des heures dans la chaleur, dans le froid, pour pouvoir leur rendre visite. Mais de toute façon, ils sont transférés, mais ils vous diront, de toutes les manières, toutes les prisons se ressemblent. À part la prison de Morneguia, qui est la plus récente, qui date de 2006, toutes les autres prisons sont d'anciennes fermes coloniales ou d'anciens bâtiments, qui datent de la même époque d'ailleurs, qui ont été transformés à la hâte en prison et qui ne correspondent, qui ne respectent ni les besoins de sécurité, ni les besoins humains. Ce sont des bâtiments chauds, suffocants en été, froids et humides en hiver. À l'intérieur des prisons, les cellules, les chambrées, comme ils disent. Ces chambrées offrent une vision d'apocalypse. On y trouve pêle-mêle, entassés les uns sur les autres, des délinquants, des récidivistes, des primo-délinquants. On y trouve également des jeunes, on y trouve des vieux. On y trouve des jeunes et des moins jeunes en détention préventive, donc peut-être potentiellement innocents. On y trouve aussi des condamnés à de longues peines ou à de courtes peines. Tous s'entassent les uns sur les autres dans ces cellules. Il n'y a pas de cantine en prison. Et tous dorment, mangent, fument, font leurs besoins. Et parfois se lavent aussi dans le même endroit. Pour des raisons de logistique, les récréations sont souvent écourtées. Normalement, c'est
Une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi, ou 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi en général. Ils n'ont droit qu'à 10 minutes par jour pour pouvoir faire un tour dans l'area, comme ils l'appellent. Et les douches, n'en parlons même pas. C'est rare qu'ils prennent une douche. Normalement, c'est tous les jours, surtout en été, 2 fois par jour même. Non, eux, les douches sont aléatoires. C'est quand on a le temps qu'ils prennent leur douche. C'est ce qui explique le nombre incalculable de maladies de la peau ou des infections respiratoires. C'est terrible. Vous vous demandez certainement, et je me suis posé la question, comment est-ce qu'ils peuvent supporter les conditions d'incarcération, ces conditions d'incarcération? En réalité, beaucoup de prisonniers disent prendre des sédatifs. Et les gardiens avoueront aussi les encourager dans ce sens. Évidemment, ils sont obligés de gérer des tensions quotidiennes. Donc, ils leur donnent, ils leur fournissent anxiolytiques, antidépresseurs, euphorisants, etc., pour qu'ils puissent, eux, tenir le coup, et que pour les gardiens, les surveillants puissent, eux, les gérer. D'ailleurs, vous me direz, mais c'est des médicaments. Comment est-ce qu'ils peuvent les leur donner comme ça? Ben oui, les rares médecins des prisons, mais très rares, peuvent en prescrire, mais souvent, les doses sont doublées, sont augmentées, ou bien leur sont filées en douce, parce qu'en prison, tous les trafics sont permis. Ainsi, ils pourront avoir n'importe quel euphorisant, n'importe quelle pilule, à condition qu'ils payent. Et du coup, ils pourront aussi obtenir cette fameuse marhuja, qui est une espèce de mixture. Ce sont des pilules qui sont broyées et qui sont mises dans un potage. Ce sont les mamans, en général, qui leur font passer ça à travers le couffin hebdomadaire. Terrible condition. Terrible condition. Ils sont assommés. Ils planent toute la journée quand ils ne regardent pas les émissions de télévision qui sont présélectionnées par l'administration pénitentiaire. Oui, parce que dans toute cette misère, dans cette espèce d'apocalypse, toutes les chambrées sont équipées d'une télévision, mais d'une seule télécommande. Ce qui justifie, ce qui explique un peu les disputes aussi des prisonniers. Cet état des lieux est souvent expliqué par le manque de moyens. L'administration pénitentiaire, on le sait, d'ailleurs on le voit, n'a pas les moyens de pourvoir à une incarcération paisible, finalement, des détenus. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que certaines prisons, comme Morneguia par exemple, comme Manouba aussi, font un chiffre d'affaires qui égale les entreprises, les petites entreprises bien évidemment, les plus performantes. Parce qu'en prison, vous pouvez tout acheter. Toutes les prisons sont pour vous d'un magasin. Et donc, vous pouvez vous procurer des cigarettes, des boissons gazeuses, vous pouvez vous procurer des biscuits, je ne citerai pas la marque. Vous pourrez aussi vous procurer tous les produits hygiéniques, alimentaires que vous voulez. Vous pouvez même vous procurer des pizzas. C'est ce qu'on m'a assuré à la Manouba. On peut vous faire livrer une pizza. Oui, mais vous le payerez le double ou le triple du prix. Titre d'exemple, le paquet de cristal vaut 3,5 dinars en prison. Et donc finalement, ceux qui peuvent se le permettre paieront, ils mettront le prix. Et la majorité écrasante des autres qui n'ont pas les moyens se contenteront d'un bloc de savon vert ou de la nourriture infecte qui leur est quotidiennement servie dans des gamelles en fer. Il ne fait pas bon être pauvre, encore moins en prison. Est-ce qu'ils sont coupables? Vous me direz oui, s'ils sont en prison, c'est qu'ils ont été sanctionnés par une faute qu'ils ont commise. Oui, sauf que, voilà les témoignages qu'on m'a livrés. On m'a frappé, on m'a ligoté, nu, affamé. On m'a extorqué des aveux sous la violence. Vous savez, sous la torture, on peut vous faire dire tout ce qu'ils veulent. Je suis un pauvre bougre, je n'ai pas les moyens de me payer un avocat. On m'en a commis un d'office, je ne l'ai jamais vu. Je l'ai vu uniquement le jour de mon procès. Il ne connaissait même pas mon dossier. Non. Finalement,
la prison. La prison prend le relais d'une justice expéditive, d'une justice de classe qui statue sur la base d'aveux extorqués sous la violence. Et je vais vous raconter un exemple édifiant, une erreur judiciaire manifeste, une injustice intolérable, le cas de Meher Maneri. Le cas de Meher Maneri est un jeune qui a été condamné à mort à l'âge de 20 ans pour un meurtre dont il n'a jamais reconnu, et pour lequel il a toujours clamé son innocence. Alors Meher Maneri passe d'abord 10 ans en prison. 10 ans en prison, évidemment, ses parents n'avaient pas les moyens, parce que comme tous les prisonniers, et surtout les condamnés à mort, ces gens-là sont issus de milieux particulièrement défavorisés, n'ont pas eu accès à l'éducation, n'ont pas de travail, ont toujours été marginalisés. Donc, comme Meher, pour revenir à cet exemple-là, a été condamné à mort à l'âge de 20 ans, il a toujours clamé son innocence. Il passe 10 ans en prison. Ensuite, on ramène dans sa cellule des détenus qui avaient avalé des euphorisants et donc qui étaient particulièrement exubérants, etc. Et donc qui ont commencé à raconter leur histoire. Ils ont commencé à raconter leur histoire. Ils disaient on nous a attrapés, c'est vrai, mais pour un délit mineur, pour un vol. Mais il y a 10 ans de cela, on a tué quelqu'un à Sfax et les policiers ont attrapé quelqu'un d'autre, un jeune qui s'appelle tel, et il cite le nom de Meher, il cite le lieu de la commission du crime, la personne qui a été tuée, etc. En fait, ils ont avoué le crime pour lequel Meher a été condamné à mort. Il a été condamné à mort pour un crime qu'il n'a pas commis. Terrible. Terrible, une histoire incroyable, qui ne peut arriver que dans les films, que dans la science-fiction. Et pourtant, c'est une histoire vraie. Vous allez me dire, happy end. Donc finalement, il va être innocenté. Une instruction a été ouverte. et l'avocat de Meher Maneri et les parents de Meher Maneri notamment ont introduit un procès en révision de sa condamnation. Ça fait 2 ans. Et Meher est encore en prison. Parce qu'il faut savoir, c'est que l'instruction peut durer des années et le procès en révision peut aussi durer des années. Meher en a encore peut-être pour une bonne partie de sa vie en prison alors qu'il est innocent. L'injustice, la violence, le manque de confiance, la misère, etc., ne favorisent pas cette relation de confiance qui doit être à la base de toute vie en commun, de toute cohésion sociale. Quand ils vont sortir de la prison, après avoir été maltraités, après avoir été insultés au quotidien, après qu'on ne leur ait pas fait confiance, qu'on ne leur a pas appris à avoir confiance en eux pour devenir meilleurs, après que la prison, au lieu d'être un lieu de transit et un tremplin pour une réhabilitation, pour une réinsertion sociale, devient l'école du crime, comment voulez-vous qu'ils aient à leur tour confiance en vous, qui vous êtes tués, ou bien qui ne savaient pas, ou bien dans un gouvernement qui laisse faire, dans un système? Comment voulez-vous qu'ils vous fassent confiance, qu'ils aient confiance en eux et qu'ils deviennent meilleurs, qu'ils retrouvent leur place dans la société? Je me pose des questions parce que j'ai rencontré plusieurs détenus, mais 3 exemples notamment me viennent à l'esprit. D'abord, celui de Mourad. C'est un jeune qui a été condamné pour tarouij, comme on dit, donc trafic de drogue. Il en a eu pour 7 ans, c'est un minimum. Et il s'est tatoué sur le pied le mot « vengeance ». La vengeance. La vengeance, parce qu'il en voulait à la société entière. Il en voulait à la société pour l'avoir banni
et pour l'avoir condamné à être un criminel, à devenir, à rester un criminel. Il me montre son pied et il me dit, voilà, je me suis tatoué ça sur le pied avec une aiguille et la suie d'un pot de yaourt cramé. Ils récupèrent la suie, donc la matière noire. Quand vous brûlez un yaourt, ils reprennent la matière noire et puis ils se tatouent ça sur le pied. Alors, il faut imaginer les conditions d'hygiène et le risque d'infection qui peut en résulter. Voilà ce que j'ai appris en prison. J'ai appris à faire ça. Mais je n'ai pas appris qu'à faire ça. J'ai appris aussi à voler, à tricher. J'ai appris aussi, je pourrais même tuer. De toute façon, mes co-détenus m'ont appris comment faire. C'est terrible. C'est dans ces conditions que, je le répète, la prison, au lieu d'être un lieu de réinsertion, de redressement, de réhabilitation, devient réellement une école du crime. Le deuxième exemple qui me vient à l'esprit est celui de Semi. Semi venait d'être libéré quand je l'ai rencontré. C'est un jeune aussi, un jeune de 27 ans. Un jeune de 27 ans, il avait été amputé de la première jambe alors qu'il était suite à une infection mal soignée en prison. Et puis ensuite, on lui a amputé la deuxième jambe parce qu'il avait reçu une balle pendant les événements qui ont secoué les prisons en 2011. Il me montre l'ordonnance, la série de médicaments qu'il doit prendre. Il me dit, je n'ai pas les moyens de m'acheter ça. Je vis chez ma mère, c'est une vieille femme qui n'a pas les moyens, elle vend du pain dans la rue, et ce qu'elle récolte, l'argent qu'elle récolte, on s'en sert soit pour manger, et puis quand j'ai trop mal, elle me débrouille de la morphine. Je n'ai pas de couverture sociale, je n'ai pas la gratuité des soins, je ne peux même pas espérer une chaise roulante. S'il arrive à survivre à sa misère, à sa douleur, de quoi est-ce qu'il va vivre? Comment est-ce qu'il va vivre? Je me dis qu'il va soit retomber dans la délinquance, soit il va se réfugier dans le fanatisme, comme ces milliers de jeunes, nos jeunes, qui ont été marginalisés, à qui on n'a pas donné leur chance, à qui on ne leur a pas fait confiance. Lui aussi n'a pas confiance. Il a perdu tout espoir. Enfin, le dernier exemple qui me vient à l'esprit est celui de Mohamed. Mohamed est un condamné à mort qui a été récemment gracié. Alors, je vous raconte très rapidement son histoire. Il était jeune, il avait 19 ans, il était soldat. Il prenait des médicaments, il ne devait pas travailler, il était quand même allé à son travail. Et puis, il s'est fait humilier, insulter violemment par son supérieur. Dans un geste de folie, dans un geste de colère, il a retourné son arme contre son supérieur. Deux personnes innocentes sont mortes et son supérieur a été blessé. Pas d'appel à l'époque, puisqu'il n'y en avait pas jusqu'en 2002. Donc, premier degré cassation, condamnation à mort, pas d'avocat, pour les circonstances atténuantes, normalement. Donc, condamnation à mort, il passe 27 ans en prison. 27 ans de torture, 27 ans de maltraitance, 27 ans de froid, 27 ans de faim, etc. Et puis enfin, il est gracié, après 27 ans. Il est gracié, il se dit, et il me dit, je n'oublierai jamais l'horreur que j'ai commise. Je n'oublierai jamais que j'ai tué 2 personnes innocentes. Je m'en voudrais toute ma vie. Mais maintenant, avec cette grâce, c'est une deuxième chance qui est pour moi. Je veux retrouver une place dans la société. J'ai confiance. Je pourrais être utile. Il a tout fait, il a tout essayé. Pas de travail, il n'a pas trouvé de travail, pas trouvé de logement. Il est allé au ministère concerné, ministère des Affaires sociales, ministère des droits de l'homme et de la justice transitionnelle. Il est allé voir tous les responsables qu'il pouvait connaître. Et vous savez ce qu'on lui a répondu? On lui a répondu, allez voir du côté des mosquées. Peut-être qu'on vous trouvera une solution. Lui aussi a perdu espoir. Il a perdu toute confiance. Oui, la confiance est rompue.
La confiance est rompue parce que c'est le système, c'est la pauvreté, c'est la marginalisation, c'est le manque de confiance dans les autres qui vous pousse vers la criminalité. Une fois que vous entrez en prison, on vous maintient dans cette criminalité. Et quand vous pensez vous en sortir, eh ben c'est toute la société qui vous tourne le dos parce que la société, on ne lui a pas appris à faire confiance. Je ne terminerai pas sur une note négative. Oui, la confiance est rompue, mais malgré tout, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu parce qu'évidemment, des réformes sont à faire. Des réformes en amont d'abord, du système d'éducation, pour que nos jeunes puissent accéder au savoir, à la culture, pour qu'ils puissent également accéder de manière égalitaire au travail. Des réformes en aval aussi, la réforme du système pénal, du système judiciaire, du système carcéral. Mais une chose, dans toutes ces réformes, une chose qui doit être prise en considération, et ce n'est pas là le rôle uniquement de l'État, mais c'est notre rôle à nous aussi, en tant que citoyens, en tant qu'individus, c'est de prendre en considération un seul facteur, le plus important à mes yeux, le facteur humain. Parce que c'est notre humanité qui nous unit, et c'est notre humanité aussi qui est à la base de tout rapport de confiance nécessaire à la vie en commun. Merci.